Du feu, du chaud, de la lave, l'enfer. Aujourd'hui, nous sommes des volcanologues en expédition, direction les volcans du globe. Ah oui, quand même, on a du pain sur la planche. Bon, ne nous éparpillons pas. Déjà, c'est quoi un volcan ? Un volcan est un ensemble géologique terrestre, sous-marin ou extraterrestre qui résulte de la montée d'un magma puis de l'éruption d'une partie de ce magma. Ok, laissons les volcans aliens et les volcans poissons de côté. Pour faire un volcan terrestre, il nous faut donc du magma. Fred, je me pose une question. Ça remonte comment, tout ça ? Les différences entre les volcans explosifs et effusifs, parce qu'en plus, tous les volcans ne sont pas les mêmes. Bien sûr. Les volcans explosifs sont de loin les plus dangereux. Nuées ardentes, dévastant tout sur leur passage. Super. Non, stop. Ça me fait trop peur. Allez, on trouve autre chose. Ah, retour au calme. C'est marrant, il a l'air vieux ce volcan. Est-ce qu'il était déjà là pendant l'Antiquité ? Et d'ailleurs, on en pensait quoi à l'époque de tous ces volcans ? À Pompéi, par exemple ? Bon, effectivement, sans volcanologue, difficile de prévoir l'éruption du Vésuve. Mais heureusement, aujourd'hui, on maîtrise un peu mieux la science des volcans qui sont bien observés et filmés. Fred, on les trouve où, les volcans les plus spectaculaires ? Tu sais, avec de belles couleurs, de belles coulées de lave. Je ne sais pas vous, mais moi, ça me détend. On dirait de la guimauve. Mais trêve de marshmallow, avez-vous déjà entendu parler de super volcans ? C'est vrai qu'on a tous peur qu'il se passe ça. Fred, tu sais toi pourquoi on en parle autant des super volcans ? On va quand même pas tous mourir. Et puis j'ai encore toute une liste de questions. Comment on étudie les volcans ? Est-ce que les volcans changent notre climat ? C'est quoi les volcanismes de subduction et d'accrétion et de points chauds ? C'est quoi un lahar et une caldeira et un lac de lave ? Moi je suis complètement perdue avec tous ces trucs sur internet. Fred, à l'aide. Oui, je sais la petite voix, le sujet a déjà fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de lave, mais les volcans nous fascinent toujours autant. Ils intriguent les volcanologues, en particulier les supervolcans, ces chambres magmatiques gigantesques dissimulées sous terre qui, si elles devaient entrer en éruption, par exemple à Yellowstone aux États-Unis ou plus près de nous à Naples en Italie, provoqueraient un cataclysme planétaire. Mais avant d'explorer les supervolcans, revenons à une question beaucoup plus terre à terre. Comment naissent les volcans ? D'où sont sortis les 1670 volcans que nous connaissons actuellement sur nos continents ? La réponse est bien sûr dans les profondeurs de la Terre. Juste en dessous, voici la recette pour fabriquer un volcan. Bon, alors, c'est quoi la recette d'un bon volcan ? Tu vas voir, c'est très simple. On a tout ce qu'il faut sous nos pieds. Pour fabriquer un volcan, il te faut une planète comme la Terre avec un cœur chaud, un épais manteau et une fine croûte terrestre. Le centre de la Terre d'abord. Ici, la chaleur et la pression sont énormes. En chauffant, certains fragments du manteau deviennent moins denses et remontent lentement vers la surface. Un peu comme des bouchons dans l'eau, en fait. Absolument. Mais plus on se rapproche de la surface, plus la température diminue. Ces masses chaudes refroidissent et se densifient de nouveau. Elles entament une descente vers le noyau, remplacée par les fragments chauds suivants. Ce lent circuit, appelé mouvement de convection, provoque le déplacement des plaques qui constituent la croûte terrestre. C'est la tectonique des plaques. Ok, les plaques bougent, mais j'attends toujours mon volcan. Patience, on y vient. 3 phénomènes peuvent donner naissance au volcan. Lorsque 2 plaques tectoniques se rencontrent, la plaque océanique, plus dense, passe alors sous la plaque continentale. Ce frottement apporte de l'eau qui favorise la fonte de la roche. De l'eau qui fait fondre la roche ? Qu'est-ce que tu racontes ? C'est comme le caramel. Si tu mets du sucre dans une poêle chaude, il brûle. Si tu rajoutes un peu d'eau, il fond. Dans le cas de nos roches, l'eau a le même effet. Mais à la place du caramel, on obtient du magma.
En remontant, ils forment notre premier type de volcan. C'est le volcanisme de subduction. Le second type de volcanisme se produit là où les plaques tectoniques s'écartent et exercent moins de pression sur les roches du manteau. Cette baisse de pression, située dans des zones de forte chaleur, fait fondre la roche. Du magma se forme et remonte par les fissures et les failles de la croûte terrestre, comme le café remonte dans le sucre par capillarité. C'est le volcanisme d'accrétion, responsable notamment des grandes dorsales océaniques. Et le troisième type de volcanisme C'est le volcanisme de point chaud. La Terre doit évacuer son trop-plein de chaleur. Des panaches de matière chaude remontent alors des profondeurs du manteau et viennent buter sous la croûte terrestre. La roche fond, le magma se forme, perce la croûte et crée un volcan. En se déplaçant, la plaque emporte le volcan, tandis que le point chaud, fixe, en crée un second à côté, puis un autre, encore un autre, etc., etc. Ce volcanisme est responsable de la formation de l'archipel d'Hawaï, par exemple. Sur les 1670 volcans actifs que nous connaissons, tous ne sont pas à proprement parler dangereux pour l'homme. Certains peuvent entrer en éruption, provoquer des coulées de lave, détruire des villages, mais bien souvent en laissant le temps aux habitants de s'enfuir. Ce sont les volcans rouges. D'autres, en revanche, sont particulièrement dangereux pour les populations qui habitent sur leur flanc. Ce sont les volcans gris. Du rouge au gris, voici ce que nos volcans ont dans le ventre et ce qu'ils peuvent recracher à tout moment. Du rouge, du gris, ça vient d'où toutes ces couleurs? Pour le savoir, il faut jeter un œil dans les entrailles de la bête. Le magma qui s'infiltre dans la croûte terrestre s'accumule peu à peu dans la chambre magmatique, un grand réservoir divisé en une ou plusieurs parties. La chambre magmatique est reliée à la surface par un conduit qu'on appelle cheminée. Lors d'une nouvelle arrivée de magma, ou lorsque le gaz qui était dissous dans le magma s'échappe, la pression dans la chambre magmatique augmente. Le magma remonte par la cheminée. Les bulles de gaz se dilatent au fur et à mesure de leur ascension et entraînent avec elles le magma. Stop! Du gaz dissous, des bulles qui se forment. Dis donc, il s'en passe des choses dans le volcan? Pas plus que dans une bouteille d'eau gazeuse. Tant que le bouchon est fermé, le gaz reste dissous dans l'eau à cause de la forte pression qui règne dans la bouteille. Mais dès qu'on l'ouvre, la pression diminue et les bulles de gaz s'échappent et entraînent avec elles le liquide. Eh bien, c'est la même chose avec le volcan. Après, tout dépend de la composition du magma. Plus ou moins de gaz, plus ou moins visqueux. Pour faire simple, on peut distinguer deux grands types de magma. Lorsque le magma est fluide, les bulles de gaz n'ont aucun mal à s'en échapper. Elles remontent et poussent la lave vers l'extérieur qui jaillit alors en fontaine ou s'écoule paisiblement sous forme de belles coulées de lave. D'où le nom volcan rouge ou volcan effusif. On les retrouve le plus souvent dans les zones d'accrétion ou de point chaud. Et quand le magma n'est pas fluide, qu'est-ce qu'il se passe? Lorsque le magma est trop visqueux, les bulles de gaz restent piégées à l'intérieur. Le magma remonte alors très lentement vers la surface. Il a tendance à former un bouchon. La pression dans les bulles de gaz augmente, 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 et quand elles arrivent à la surface, elles explosent, projetant des quantités énormes de roches, de cendres, de gaz et de poussière. Ah oui, quand même, c'est plutôt dangereux, non? C'est même très dangereux. Ces volcans gris ou explosifs peuvent provoquer des coulées pyroclastiques ou nuées ardentes. Ces terribles avalanches qui dévastent tout sur leur passage en quelques secondes. On retrouve ces volcans dans les grandes zones de subduction. Donc si on résume, les volcans rouges font des coulées de lave et les volcans gris explosent. Ça paraît simple comme ça et pourtant il en a fallu du temps aux hommes pour passer des mythes et des croyances de l'Antiquité à la science des volcans, c'est-à-dire la volcanologie ou la vulcanologie. Et oui, on peut dire les deux, ça dépend si on prend comme racine le mot volcan ou le nom Vulcain, le dieu du feu chez les Romains. Allez, c'est parti, voici la grande aventure des hommes et des volcans.
Pendant l'Antiquité, la mythologie est un refuge pour permettre aux hommes d'expliquer les éruptions volcaniques. Ces phénomènes imprévisibles, gigantesques et dévastateurs sont assimilés aux émotions des dieux vraiment pas contents. Dans la mythologie grecque, par exemple, le dieu Héphaïstos, ou Vulcain chez les Romains, vit caché sous l'Etna en raison de sa laideur. Les forges qu'il installe sous terre pour fabriquer notamment la foudre de son père Jupiter sont à l'origine de l'activité du volcan. Mais lorsqu'il découvre que son épouse, la déesse Aphrodite, le trompe avec Arès, Héphaïstos est tellement furieux que l'Etna crache des coulées de lave. C'est quand même plus violent que les feux de l'amour, hein. En l'an 79, l'éruption du Vésuve en Italie piège des milliers de Romains dans les rues de Pompéi. Mais c'est aussi la première éruption officiellement décrite. Vers la fin de l'année, de puissants séismes liés à l'entrée en activité du volcan engendrent des destructions dans les villes alentours. Surviennent alors de violentes explosions et des nuées ardentes qui dévastent tout sur leur passage. Après avoir fui la ville de Mycène, située non loin du volcan, Pline le Jeune, futur sénateur et avocat romain, assiste au spectacle. Dans l'une de ses lettres, il décrira une immense colonne noire qui s'étend vers le ciel avant de prendre la forme d'un pin parasol. Ce panache de fumée dont la forme est modelée par les vents de haute altitude porte aujourd'hui son nom. On l'appelle colonne plinienne. À la fin du XVIIIe siècle, la géologie moderne prend forme. On commence à soupçonner la présence d'une activité volcanique sous nos pieds. Mais ça ne fait pas l'unanimité. Deux camps s'affrontent pour expliquer la formation des roches de la Terre. Le premier, celui du géologue Abraham Gottlob Werner, affirme que le globe était recouvert par un unique océan. L'accumulation de sédiments sous-marins aurait alors formé nos terres avant que l'océan ne se retire. C'est la théorie du neptunisme, en référence à Neptune, dieu des mers. De son côté, le géologue James Hutton affirmera plus justement que les roches sont principalement formées à partir de l'activité interne de la Terre en observant les reliefs de la couche terrestre. C'est la théorie du plutonisme, inspirée de Pluton, le dieu des enfers. Cette hypothèse, certes plus proche de la réalité, en est pourtant encore bien éloignée. Allez, on y est presque. Au début du XXe siècle, on comprend enfin ce qui forme les volcans en observant la forme des continents, la faune et la flore parfois communes entre deux terres très éloignées. Le géophysicien et météorologue Alfred Wegener suppose que nos continents découlent d'un unique et ancien puzzle. C'est la théorie de la dérive des continents. Mais cette hypothèse est rejetée par la communauté scientifique. En 1962, le géologue Harry Hess montre pourtant que les immenses plaques qui recouvrent le globe se déplacent bel et bien dans un lent mouvement qui s'étend sur des millions d'années. Autrement dit, la tectonique des plaques. Mais quel rapport avec les volcans, me direz-vous ? Eh bien, la plupart d'entre eux sont positionnés sur les bords de ces plaques. On fait donc le lien entre leur mouvement et la formation des volcans. Élémentaire, mon cher Watson. À la fin du XXe siècle, la volcanologie explose. Bon, pas comme un volcan, hein, mais quand même, toutes ces années sans comprendre les volcans, et puis là, boum, la tectonique des plaques. On comprend alors comment se comportent tous les types de volcans. Les volcans rouges, les volcans gris, comment ils se répartissent, comment classer les cas particuliers. Les équipes de volcanologie deviennent pluridisciplinaires. Géologues, volcanologues, météorologues, géophysiciens, géochimistes, sismologues, spécialistes de la télédétection, modélisateurs. Tous unissent leurs forces pour comprendre ces phénomènes. En 1980, l'éruption du mont Saint-Helens marque un tournant majeur dans l'histoire de l'observation des volcans. Pour la première fois, tous les moyens les plus modernes sont mis en œuvre pour récolter un maximum d'images.
Bon, aujourd'hui, on peut dire que la volcanologie a quand même bien progressé. La plupart des volcans du globe, considérés comme dangereux, sont surveillés de très très près. La pression, la température, les gaz émis, les microséismes, les déformations, le pH de l'eau, tout est épié, noté, détecté. Bien que chaque volcan soit différent, on arrive parfois à en prévoir le réveil, savoir où la lave peut couler et surtout qui évacuer. Mais certaines éruptions restent encore imprévisibles et dangereuses car tout n'est pas encore résolu. Comment fonctionne une chambre magmatique ? Qu'est-ce qui provoque une éruption ? Pour le savoir, les scientifiques tentent de reproduire en laboratoire les conditions miniatures d'une éruption. On comprendrait alors le volcanisme du passé, du présent et du futur. L'objectif, protéger les populations de plus en plus nombreuses sur les flancs des volcans et connaître le rôle du volcanisme dans les grandes extinctions majeures du passé. Ça fait quand même un sacré voyage. Des nuées ardentes du Sinabung, en Indonésie, aux coulées de boue dévastatrices du Nevado del Ruiz en Colombie, en passant par le super volcan de Yellowstone aux États-Unis, je vous invite à un tour du monde des volcans les plus passionnants et les plus spectaculaires de notre planète. C'est juste en dessous. Nous voici en Colombie face au Nevado del Ruiz. Si son nom chantant et exotique fait rêver, ce volcan est pourtant bien dangereux. Son sommet est couvert de neige. Pas très inquiétant au premier abord, mais de l'eau fondue et de la cendre. Ça fait d'énormes coulées de boue. En 1985, 16% de la calotte a fondu. Et cette poche d'eau, bien sûr, est très instable. Donc ce qui peut se passer, c'est que si elle est trop importante, eh bien, elle cède d'un seul coup, elle éclate. Elle emporte des blocs de glace, des blocs de rochers, de la boue et dévale toutes les vallées radiaires du volcan. Donc on appelle ça des coulées boueuses d'origine volcanique. On appelle ça également des lahars, qui est un terme indonésien qui veut dire la même chose. Et donc en 1985, en Colombie, ces lahars ont parcouru plusieurs dizaines de kilomètres. Ils ont détruit la ville d'Armero, qui est à peu près à 70 kilomètres. Il y a eu 25 000 victimes et ils ont parcouru jusqu'à 104 kilomètres. Et ce n'est pas fini, non seulement ces lahars parcourent de très longues distances, mais leur grande vitesse d'écoulement les rend aussi imprévisibles. La vitesse moyenne, au moment où il y avait, au niveau des villes, c'était environ 10 mètres secondes, c'est-à-dire en fait la vitesse d'un champion olympique sur 100 mètres. Donc c'est plus rapide que quelqu'un qui court. Et en plus, ça s'est passé, je crois, de nuit, donc les gens ont été surpris. Et tout a été emporté, les maisons, les arbres, les voitures, et des gens ont été pris dans le feu boueux. Initialement sous-marin, cet énorme volcan désormais émergé est devenu un beau bébé. Sur le Kilauea, fontaines et coulées de lave s'enchaînent pour former de longues étendues sombres de lave séchée. À ces étranges paysages volcaniques s'ajoute une autre particularité, les lacs de lave. Hawaï, c'est le paradis des lacs de lave. C'est exceptionnel, un lac de lave. Ça veut dire que dans le cratère, la lave stagne à l'état liquide. Les températures font jusqu'à 1250 degrés, hein, c'est les plus hautes températures naturelles mondiales. Ça demande un cas un peu particulier, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un équilibre thermique entre la chaleur qui arrive et celle qui repart. S'il y a trop de chaleur, le lac déborde. Si on n'a pas assez, il se refroidit, il se fige. C'est un peu comme si on met une casserole de lait sur le feu. On veut qu'elle boue sans déborder. Vous voyez, c'est un équilibre extrêmement difficile à obtenir. Et c'est le cas où alors, il y a des lacs de lave qui se succèdent. Alors, souvent, un lac de lave ne dure que quelques années. Mais quand il s'arrête, un autre reprend. Donc il y en a eu plusieurs coup sur coup. Et ces lacs mesurent parfois jusqu'à 100 mètres de diamètre. Ça doit vraiment être spectaculaire. On appelle ça parfois la marmite du diable, hein. C'est remuant, il y a des fontaines de lave au milieu, ça clapote, parfois ça fige un peu en surface, ça fait une petite croûte plus sombre qui se fracture à nouveau par des filets d'or. C'est un énorme spectacle, beaucoup de chaleur, on en prend plein la figure quand on regarde, même si on est au-dessus du cratère. Et c'est typique des volcans très laviques et à lave très fluide. Tous ces phénomènes nourrissent le mythe de la déesse Pelée qui règne sur le Kilauea et ses deux frères, le Mauna Kea et le Mauna Loa.
En forme de filament ou en forme de goutte, selon sa consistance, la lave séchée après l'éruption est associée aux cheveux ou aux larmes de la déesse. Et après le feu vient la vie. Dans les fractures de la lave, il suffit d'une graine et d'un peu de pluie pour que la végétation reprenne le dessus. En islandais, Grímsvötn signifie lac masqué. Et c'est justifié. Le Vatnajökull est un glacier de la taille de la Corse qui cache 6 volcans sous 2 km d'épaisseur de glace. Parmi eux, le Grímsvötn est l'un des volcans les plus actifs d'Islande. Pour ce type de volcanisme, glace et volcan ne font visiblement pas bon ménage, surtout au début de l'éruption. À ce moment-là, la glace se met à fondre en partie et également elle peut se vaporiser. Donc la glace qui fait de la vapeur, la glace qui fait de l'eau puis de la vapeur, ça fait une augmentation brusque de volume, un peu comme dans une cocotte minute, et donc ça explose. On va dire que l'eau, paradoxalement, n'éteint pas le volcan, mais au contraire, augmente son explosivité. Ok, je retiens, ne pas mettre d'huile sur le feu ou plutôt de glace sur le volcan. Mais toute l'eau qui fond autour, elle va où? Dans le glacier se créent des poches d'eau de plus en plus importantes, et ces poches d'eau ne peuvent plus être maintenues par le glacier car il y a trop de pression. Donc à un moment donné, l'eau force la passage sur le glacier. Souvent c'est sous le glacier qu'elle passe, entre le glacier et puis la roche qui est en dessous, elle se crée un passage, et d'un seul coup l'eau déferle. C'est de l'eau sale bien sûr, très boueuse, avec des blocs de glace, qui sent mauvais, qui sent le soufre, qui sent le chlore. Et d'ailleurs cette eau, si on l'analyse, on se rend compte qu'elle est d'origine volcanique en partie. Ce Jökulhlaup, ce qui veut dire le glacier qui court, c'est de l'eau et de la boue qui va assez vite. Et ça emporte tout. La boue, plus lourde que l'eau, détruit routes, ponts et maisons. Contre un Jökulhlaup, on ne peut malheureusement rien faire. Une plaine volcanique en plein désert. Et oui, c'est possible. Souvenez-vous, l'Afrique est en train de perdre peu à peu sa corne. Issu du volcanisme d'accrétion, le Dallol n'est pourtant pas connu pour ses éruptions très rares. C'est surtout un paysage de science-fiction. Dallol, c'est une région difficile d'accès. Elle est un peu loin de tout. C'est plusieurs jours de route depuis Addis Abeba en Éthiopie. C'est à moins 100 mètres sous le niveau de la mer. C'est dans une plaine de sel qui est parfois inondée, parfois au contraire désertique, on n'a pas, au contraire pas d'eau. Dans un endroit qui est un peu conflictuel, puisqu'il y a des différends entre l'Érythrée et l'Éthiopie, donc il y a parfois de l'insécurité. Donc c'est une fournaise, très chaud, très soif. De moins 100 mètres, on monte vers le sommet du volcan, qui est à moins 48 mètres. Donc on l'escalade, il est très peu penté, hein, mais il est rempli de vasques d'acide. L'acidité se mesure avec un pH entre 0 et 14. Moi j'ai mesuré des pH de 0, donc acide pur, acide chlorhydrique, acide sulfurique, des couleurs jaune à vert, parfois également d'autres couleurs rouge et bleu, des dépôts de sels minéraux, donc une symphonie, une féerie de couleurs. C'est très beau, mais ce n'est pas facile d'accès. Il ne faut pas bien sûr tomber dans les flaques d'acide, c'est également brûlant, c'est des températures de plusieurs dizaines de degrés. Donc il faut trouver des bonnes occasions, extrêmement prudents pour l'aborder, moyennant quoi on a l'impression de faire un voyage sur une autre planète. À vous de choisir laquelle. Pas facile à prononcer le nom de ce volcan, et il n'est pas facile à escalader non plus. Mais après 6 heures de marche et de dur labeur, le spectacle vaut le coup. L'Olduvai émet de la lave noire comme du pétrole. Son immense cratère regroupe plusieurs microvolcans actifs qui éjectent cette lave dite carbonatite. Et ce phénomène est particulièrement rare. Quand la phase carbonatée sort, ça arrive qu'une fois sur 100 ou qu'une fois sur 1000. On va dire qu'un volcan qui est potentiellement pourrait faire des carbonatites n'en fera qu'une fois sur 1000. C'est pour ça qu'actuellement on a la chance, scientifiquement, de voir le Langai en phase carbonatitique. Quand il l'aura fini, il fera 999 autres éruptions classiques, silicatées, mais peut-être qu'un autre volcan prendra le relais. C'est pour ça que c'est des éruptions très rares, donc à l'échelle d'une vie humaine, c'est exceptionnel. Et ce n'est pas tout.
Très liquide, cette lave a la particularité d'être plus froide que la lave classique. Bon, elle est quand même à 500 degrés Celsius, hein. Et la nuit, elle change de couleur à cause des sels qui la composent. Rapidement, elle se refroidit, elle fait donc une lave noire qu'on peut prélever, mais elle est très fragile, cette lave, parce qu'elle est constituée de sortes de sels aussi, de potassium, de sodium, ce qu'on appelle des éléments alcalins qui sont très fragiles, très sensibles à l'humidité. Donc dans la nuit, il peut pleuvoir, même seulement avec l'humidité de la nuit, ces sels se transforment et le lendemain, la lave est blanche. Donc c'est une lave qui vieillit dans la nuit, qu'on a vu noire la veille, donc on a vu une coulée de lave noire se mettre en place et le lendemain elle est devenue blanche. Bon, disons-le clairement, vivre près du Cinnabung n'est pas très rassurant. En éruption continue depuis 2013, ce volcan produit des nuées ardentes à cause de sa lave visqueuse. Donc la lave est visqueuse, elle est presque pâteuse. Elle sort sous forme d'un dôme de lave, elle ne peut pas couler, il n'y a pas de coulée de lave. C'est un dôme de lave en forme arrondi, un petit peu comme du dentifrice qui sort d'un tube, qui ne coule pas. Ce dôme, il est très riche en gaz, donc il explose régulièrement. Et quand il explose, le gaz sort à grande vitesse et emporte des rochers, emporte de la cendre. Donc cette nuée ardente, c'est un nuage brûlant de gaz, de blocs et de cendres qui dévale les flancs du volcan. Il ne monte pas verticalement, il descend latéralement à des vitesses de 100 km/h dans le cas du Cinnabung, ça peut être plus dans le cas d'autres volcans, à haute température, à 100 degrés ou plus. Et bien sûr, ça détruit tout sur son passage. Donc une nuée ardente est mortelle. Mortelle ? Mais les populations locales alors ? Il faut absolument évacuer les personnes. Actuellement au Cinnabung, il y a 30 000 personnes évacuées. On va dire qu'il y a une première zone, interdite de 5 km de rayon autour du volcan, qui est une zone extrêmement menacée. Et on va dire entre 5 et 7 km, c'est une zone également surveillée. Il fait nuit noire, l'air est saturé de soufre. Partout autour du lac, le sol crache des nappes de flammes bleues. Où sommes-nous ? Dans le cratère du Kawaï-Jen, bien sûr. À l'état liquide, le soufre libère des gaz ou fumerolles. En brûlant, ces gaz produisent des flammes bleues bien réelles, visibles la nuit. Et de jour, le sol est couvert d'étranges plaques de soufre. Pourquoi en retrouve-t-on en aussi grande quantité ? Alors ce volcan produit beaucoup de soufre parce qu'il y a beaucoup de fumerolles à différents endroits, autour du lac, sous le lac. Donc ça se traduit autour du lac par des dépôts d'abord des sorties de gaz qui souvent se condensent et qui se déposent sous forme de soufre. Donc ça fait des fleurs de soufre, carrément parfois des plaques de soufre. Soufre qui est d'ailleurs exploité par des ouvriers. Chaque jour, ces hommes travaillent dans des conditions difficiles. Mal équipés, ils respirent les fumées toxiques du volcan et portent sur leurs épaules des charges terriblement lourdes. Mais il sert à quoi alors ce soufre ? Ce soufre est exploité parce que d'abord c'est une richesse. Il faut savoir que le soufre sert pour faire des allumettes, sert pour la pharmacie, sert pour blanchir le sucre, pour des industries chimiques. Donc il est exploité par des hommes qui ont le courage de défier le dragon. Donc ils montent d'abord sur le volcan, et puis descendent après dans le cratère qui fait plusieurs centaines de mètres de dénivelé. Et comme il y a une centaine de mineurs, on estime qu'à peu près dans la journée, 6 tonnes de soufre sont exploitées et que dans la nuit, le volcan le reconstitue. Des fumées toxiques, du soufre partout. On en oublierait presque le lac d'acide. Pour mesurer son acidité, on utilise le pH qui se mesure sur une échelle allant de 0 à 14. Plus c'est proche de 0, plus c'est acide. Il est à combien alors ce lac ? On mesure au Kawaï-Jen par exemple 0,2, ce qui est extrêmement acide, c'est-à-dire qu'en fait c'est un lac qui contient beaucoup d'acide sulfurique et chlorhydrique. Alors il ne faut mieux pas s'y baigner, si on trempe le doigt une seconde, ça peut aller, mais si on le laisse longtemps, il va bien sûr être rongé. Alors on peut parfois y naviguer, mais c'est pas facile. 10 000 sources chaudes, environ 300 geysers, un immense parc aménagé. Vous l'avez deviné, nous sommes au parc de Yellowstone. Cette caldeira, ou si vous voulez ce gigantesque cratère d'effondrement du volcan, cache dans les profondeurs de la Terre une chambre magmatique impressionnante. Elle renfermerait près de 32 000 km3 de magma. On pense que la chambre magmatique est même plus grande que la caldeira en taille. Elle ferait 90 km de long, peut-être 30 km de large, et probablement 12 km d'épaisseur, à une profondeur comprise entre 5 et 17 km. Donc ce sont des dizaines de milliers de kilomètres cubes
qui peuvent être purgées partiellement lors de grandes éruptions. Donc ces grandes éruptions, on en connaît 3 depuis 2 millions d'années. L'une il y a lieu à 2,1 millions d'années, l'autre je crois à 1,4 et la dernière à 640 000 ans. Et ces éruptions donc purgent peut-être 1/10 de la chambre magmatique chaque fois, mais c'est énorme et ça se traduit par des volumes de 1000 à 2500 km3. Donc on parle de super éruption parce que c'est 1000 fois plus qu'une éruption classique. Aujourd'hui encore, les scientifiques cherchent à savoir pourquoi tout ce magma ne provoque pas plus d'éruptions. Un mystère. En attendant, le Yellowstone continue de plaire aux touristes et ils ont bien raison. Regardez comme c'est chouette. Du jaune, du rouge, du vert. Elles viennent d'où toutes ces couleurs? D'une part, c'est que les eaux dissolvent des sels minéraux. Donc ces sels minéraux peuvent colorer la source. Mais également, ces sources chaudes hébergent des animaux microscopiques, soit des algues, soit des bactéries qui ont des couleurs propres. Donc les algues ont plus des couleurs vertes à jaunâtres, les bactéries peuvent avoir des couleurs plutôt rougeâtres, et en plus souvent il y a des niveaux différents, donc concentriques, donc souvent les mêmes sources peuvent avoir un anneau vert, un anneau rouge, un centre jaune ou bleu, donc c'est une féerie de couleurs. Dans la famille des volcans, il y a donc les rouges, les gris, mais il y a aussi les super-volcans. Des ancêtres oubliés, très discrets, tout plats, qu'on ne peut pas deviner tellement ils se dissimulent dans le paysage. On en a repéré une dizaine dans le monde. Si l'un d'entre eux entrait en éruption, cela provoquerait un véritable cataclysme. Mais qu'en savent vraiment aujourd'hui les volcanologues? Voici les réponses de notre expert, Georges Boudon. Alors les supervolcans, ce sont des volcans de très grande taille et surtout qui ont donné de très très grandes éruptions qu'on appelle les super-éruptions, qui ont mis en jeu des volumes de magma considérables, des centaines, des milliers de kilomètres cubes qui ont été émis en une seule fois. Et donc d'où ce nom de supervolcan, par opposition aux volcans plus classiques qu'on connaît bien et qui mettent en jeu des volumes beaucoup plus faibles, de l'ordre de quelques dixièmes à quelques kilomètres cubes de magma à chaque éruption. Alors ils sont plats et invisibles, ils n'ont pas toujours été plats et invisibles. En fait, ils ont, comme les autres volcans, donc ils ont construit certainement un cône volcanique comme les autres volcans. Mais la vidange donc d'un réservoir magmatique qui était rempli d'un volume important de magma, donc a entraîné la formation d'une caldeira, donc qui s'est effondrée suite au vide qui a été créé dans le réservoir magmatique, et donc tout le volcan s'est effondré, ce qui fait qu'à la place du cône, maintenant on retrouve une dépression, donc qui est ce qu'on appelle la caldeira, c'est-à-dire l'effondrement, et c'est pour cela que ces volcans donc n'ont plus un cône construit comme la plupart des autres volcans, mais sont une zone relativement plane, souvent même une dépression. Il y a quelques grands supervolcans. Yellowstone est un des exemples les plus connus, qui a produit des grandes éruptions. Donc là, il y a une première éruption qui s'est produite il y a 2,5 millions d'années, qui a donné 2500 km3 de magma en une seule éruption, c'est-à-dire en quelques jours. Donc c'est quelque chose de considérable. Et puis après, il y en a eu une autre il y a 1 million 200 000 ans, et puis une autre à 600 000 ans, avec des volumes de l'ordre de 1000 km3 à chaque fois. Et puis il y a d'autres supervolcans, comme par exemple le Toba, qui a en Indonésie, à Sumatra, qui a une très grande caldeira aussi, qui a donné une éruption beaucoup plus récemment, il y a 73 000 ans, et qui a mis en jeu, je crois, plus de 2000 km3 de magma. Et puis après, il y a des éruptions des volcans un peu plus petits, comme par exemple les Champflégréens. Les Champflégréens, donc, qui sont dans la province napolitaine, dans laquelle est construite une partie de la ville de Naples. Et ce volcan, il a produit une éruption il y a 39 000 ans, donc c'est pas très très vieux, qui a produit entre 300 et 400 km3 de magma. Donc là aussi, c'est considérable. Donc c'est à peu près, disons, la taille, minimum pour attribuer le terme de supervolcan. Alors on a découvert leur existence il y a déjà pas mal d'années. Par exemple, Yellowstone, dans les années 1960, on s'est aperçu que Yellowstone, c'était un volcan que le parc de Yellowstone était à l'intérieur d'une grande structure donc de caldeira. Donc on n'a pas tout compris, mais on s'est bien rendu compte à ce moment-là. Et les géologues qui ont travaillé sur ce volcan et sur les produits de ces éruptions se sont bien rendus compte que ça représentait un volume considérable. Et alors le terme de supervolcan, il est venu beaucoup plus tardivement, hein. Il y a une dizaine d'années, justement, quand il y a eu une recrudescence de la caldeira, de l'activité à Yellowstone, où on s'est posé la question de la
de la recrudescence et éventuellement donc d'une éruption, d'une super éruption dans le futur. Parce qu'en fait, ces éruptions de Yellowstone, elles ont une rythmicité, ces grandes éruptions de l'ordre de 600 000 ans. Et la dernière s'est produite il y a 640 000 ans. Donc en fait, on s'est posé la question, est-ce que maintenant, si la rythmicité se poursuit, est-ce qu'on ne va pas avoir une grande éruption, une super éruption? Donc c'est à peu près à ce moment-là qu'il y a eu le terme de super éruption, de super volcan, donc qui a été donné. Alors, les puissances donc elles sont considérables. Hein. On va pas rentrer dans les détails des magnitudes, mais ce sont des magnitudes qui sont extrêmement fortes, hein, les plus élevées qu'on connaisse donc pour les éruptions. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ça met en jeu un volume de magma qui peut être de l'ordre de 2000 km3, donc c'est considérable. Donc quand vous avez la vidange d'un réservoir et que 1000 ou 2000 km3 sont projetés dans l'atmosphère et dans la haute atmosphère, ça va donner des colonnes éruptives qui vont monter à 30, 40, 50 km d'altitude. Et les particules, les cendres, les aérosols qui vont être générés par cette éruption vont être entraînés dans les courants de la haute atmosphère et vont tourner autour de la Terre. Et donc ces cendres, elles vont rester en suspension pendant très longtemps et les aérosols encore plus longtemps. Et donc ça va diminuer le rayonnement solaire et c'est pour ça que souvent à la suite de ces super éruptions, on a une diminution donc de la température à la surface de la Terre. Et donc on va diminuer la température et vous imaginez que si on diminue la température de quelques degrés à la surface du globe, les catastrophes que ça va entraîner, donc au niveau de la culture, et donc on va avoir des difficultés à nourrir la population qui est actuellement sur Terre et qui est très, très, très abondante. C'est une grande partie de la population de la planète qui va être affectée par un supervolcan. Donc c'est pour ça qu'on en parle beaucoup plus et que bien sûr, les risques globaux donc, sont beaucoup plus importants. Les super éruptions, ils s'en produisent bien sûr très peu. Et je vous dis, la dernière super éruption, c'est il y a 73 000 ans. Après, il y a celle de 39 000 ans des Champflégréens. Donc, vous voyez, avec une rythmicité qui est relativement faible. Donc, la probabilité qu'une super éruption se produise au cours de notre vie est extrêmement faible. Ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, les volcans sont surveillés. On a des observatoires volcanologiques qui sont performants et qui permettent de détecter très tôt les signes précurseurs de futures éruptions et donc de faire prendre aux autorités donc les mesures nécessaires pour que les évacuations puissent se faire et pour éviter les catastrophes humaines comme il y a eu dans le passé. Yellowstone, ça reste un des volcans qui est potentiellement possible, qui potentiellement peut rentrer en éruption. Alors après Yellowstone, entre ces grandes super éruptions, il a produit des petites éruptions. Donc c'est pas parce que le volcan va se réactiver qu'il va donner une super éruption. Ce qu'il faut, c'est que le volume de magma, qu'il y ait un volume de magma suffisant dans le réservoir pour pouvoir donner ces super éruptions. Et au niveau au niveau de la connaissance, donc justement de la géométrie et du volume de magma qu'on a dans les réservoirs magmatiques sous les volcans, c'est quelque chose encore qu'on maîtrise mal. Et donc on a du mal à bien déterminer la quantité de magma qui peut être mobilisée dans une future éruption. Donc ça reste encore quelque chose sur lesquels les volcanologues et les sismologues travaillent beaucoup. Bon, je pense qu'en effet, le Yellowstone, ça a été un petit peu monté en épingle par les médias parce que, comme je vous le disais, donc les études géologiques ont montré qu'il y avait une récurrence à peu près de ces éruptions tous les 600 000 ans et que la dernière s'était produite il y a 640 000 ans, qu'il y avait une réactivation donc de Yellowstone et donc du coup, les médias s'en sont emparés en disant on a déjà dépassé la date de la future éruption puisqu'on est déjà à 640 000 ans, ce qui ne veut pas dire grand-chose, quoi. Et donc du coup, ça a été monté un petit peu par les médias. C'est pour ça qu'il y a eu tous ces films faits sur ce film et d'autres d'ailleurs sur les super éruptions, hein, donc avec des scénarios bien sûr catastrophes, puisque ce sont vraiment des catastrophes qui se produisent quand une super éruption se produit. Mais bon, on n'a pas, à s'inquiéter plus maintenant qu'il y a 10 ans ou 20 ans de super éruptions. Les volcans, on y reviendra forcément dans l'Esprit sorcier, plus en détail, en particulier sur les volcans sous-marins et aussi sur les volcans d'Auvergne. C'est un sujet d'exploration inépuisable. À propos, une petite question pour vous. À votre avis, les volcans d'Auvergne sont-ils actifs, endormis ou éteints? Vous pouvez répondre juste en dessous. Allez, ciao, longue vie et prospérité. Je suis pas encore un bon vulcain, moi.
Si nous existons, c'est en grande partie grâce à vous et à votre fidélité. Alors si ce dossier vous a plu, surtout n'hésitez pas à le partager et à vous abonner. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook, sur Twitter et évidemment sur notre plateforme l'espritsorcier.org. Maintenant, il suffit de cliquer. Merci.